Moi, ce que je trouve formidable, à peine incroyable, c'est que on n'a aujourd'hui pas de gouvernement, pas de budget, pas de réforme, et pourtant, on a des gens mobilisés, mais au-delà de ça, il y a un grand mécontentement. Il se résume en une phrase. C'est plus à nous de payer. C'est partout où on va, c'est ce qu'on entend, c'est plus à nous de payer. Et ça va de la mère de Léo, qui est un enfant qui souffre d'autisme et à qui on risque d'avoir un orthophoniste qui n'est plus remboursé, aux pompiers volontaires qui viennent nous dire après 55 ans on avait le droit à une indemnité, elle est en train d'être rabotée, en fait de manière plus générale des gens qui disent mais nous on a déjà donné 2 années, on a eu des salaires qui ont été gelés, c'est plus à nous de payer et donc c'est à leur tour. Et à leur tour, c'est qui à leur tour, François c'est les ultra riches. On va en reparler avec Amélie tout à l'heure. C'est évidemment des gens qui ont vu leur patrimoine être multiplié par 14 en 30 ans, pendant que le SMIC, lui, n'a pas doublé, et qui, en plus, ne payent pas leur juste part d'impôts. Mais on voit quand même que... certes, il y a eu 2 journées de mobilisation qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Il y en a une qui était d'origine citoyenne, on va dire ça comme ça, et une autre qui était d'origine syndicale. Mais on n'a pas l'impression que, si vous voulez, tout ça s'agrège. On sent que les gens sont pas contents de la stabilité politique non plus, d'ailleurs. Tout à fait. À laquelle, d'une certaine façon, vous participez, parce que vous êtes tous je pense que comptables de ça. Non, mais le facteur de l'instabilité politique, c'est celui qui a décidé d'une dissolution coup de dé l'année dernière et qui nous a envoyés dans une impasse politique. Mais on sent pas, si vous voulez, que la rue va se réveiller, comme quand il y a eu les Gilets jaunes, par exemple. D'une part, il faut voir. Je veux dire, là, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de décisions qui sont prises. On ne sait pas à quoi va ressembler le budget. On voit que dans le vide, il y a malgré tout des gens qui sortent dehors. Mais c'est pas se mobiliser dans le vide précisément ? Je pense que c'est un avertissement. Enfin, voilà, c'est dire, c'est plus à nous de payer. Et donc, votre budget, maintenant, c'est en haut, c'est eux qui doivent payer leur juste part d'impôt dans le pays. On parlera des plus riches dans un instant avec Amélie, elle le disait, Amélie, mais j'ai 3 sujets très concrets à vous soumettre ce soir qui concernent directement celles et ceux qui nous regardent sur BFM TV. D'abord, la retraite des femmes. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a écrit aux syndicats pour leur dire que dans son budget, il prévoyait d'améliorer la retraite des femmes. Visiblement, on pourrait changer la méthode de calcul des pensions pour les femmes pour augmenter leur retraite. Est-ce que ça, vous prenez ? Vous savez, c'est le délit d'Emmanuel Macron sur son 2e mandat, c'est d'avoir passé la retraite à 64 ans contre 8 Français sur 10, contre tous les syndicats unis et contre la majorité des députés à l'Assemblée. Aujourd'hui, la retraite, ça doit être discuté à l'Assemblée. Et donc, ça veut dire... la question aujourd'hui, non pas de changer une virgule à tel et tel endroit, mais de se demander si on abroge, si on suspend la retraite, elle doit être laissée entre les mains de l'Assemblée. Ce que je demande très simplement, c'est une demande basique, c'est qu'à un moment sur ce texte qui est majeur dans l'esprit des Français, les députés puissent voter. Or, on nous interdit, depuis maintenant 2 ans, de voter sur ce texte. Mais s'il ne prend pas le 40, parce qu'il a plus ou moins fait la promesse que peut-être il n'utiliserait pas le 49.3. C'est quand même un signe déjà. C'est-à-dire ne pas passer en force. Ne pas passer en force. Mais vous, ce que vous demandez, c'est d'abroger carrément la loi. C'est l'objectif. L'objectif, c'est d'abroger la loi. C'est une demande qui est aujourd'hui très majoritaire dans le pays. C'est la demande de tous les syndicats unis et c'est la demande des partis de gauche à l'Assemblée. Et vous ne pourriez pas engager le dialogue avec le Premier ministre en disant, bon, ok, on n'abroge pas la retraite à 62 ans parce qu'il faut quand même voir que ça coûte assez cher. Hein. C'est un tiers. Les retraites à 64 ans, les retraites c'est un tiers des dépenses publiques. Mais en contrepartie, eh bien, vous taxez les riches. Vous pourriez pas faire un marché comme ça? Écoutez, on verra bien ce que M. Lecornu mettra sur la table. Là, pour l'instant, il y a 0 pas. Quand on lit l'entretien aux Parisiens, sur la taxe Zuckman, c'est non. Sur le retour d'un impôt de solidarité sur la fortune, c'est non. Sur l'abrogation ou même la suspension de la retraite à 64 ans, c'est non. Donc nous a fait un très beau packaging. Il est très bon là-dessus, Monsieur Lecornu, pour dire qu'il y aurait de la justice fiscale, pour dire que ça serait la rupture, pour dire qu'il y aurait de la concertation. N'empêche que la copie de départ, pour l'instant, il n'y a aucune case qui est cochée. Si un miracle advient, si en grimpant les marches, qui le mène à la tribune de l'Assemblée, un ange, l'ange Gabriel Zuckman se pose sur son épaule et vient dire on va faire payer les petits, en faire payer les gros, et qu'il revoit complètement sa copie. Je vous assure, Monsieur Tréhard, que indépendamment de nos appartenances politiques, vous me verrez me lever de l'Assemblée et l'applaudir. Mais François Ruffin, vous pourriez voter contre un budget ou même censurer un gouvernement qui proposerait par exemple d'augmenter la retraite des femmes ? Si c'est le point de détail à l'intérieur d'un tableau général où, je vous le dis, c'est la prestation compensatoire du handicap qui est taillée, où c'est, vous voyez, très concrètement, dans un lycée de mon coin,
il y a maintenant 2000 € de budget culture pour 1200 élèves, 1,60 € par élève. Ça veut dire qu'il y avait une troupe de théâtre qui venait régulièrement pour que les jeunes d'un coin rural apprennent à parler en public, s'expriment. Maintenant, c'est fini. Voilà à quoi je veux dire. Tous les gens sentent bien que, à la fois dans leur quotidien, sur leur salaire et sur les services publics, on est à l'os. Donc, c'est pas en modifiant 3 virgules qu'on va y arriver. Il faut un changement, une vraie rupture. Il faut un changement d'orientation. Vous savez, c'est un changement d'orientation qui est, avec la politique générale de l'offre qui a été menée par Emmanuel Macron, qui est non seulement injuste, mais qui se révèle inefficace. Quand on a la part de l'industrie qui glisse sous les 10% du PIB, non seulement ça n'est pas juste, mais ça ne marche pas. Je vais rester dans le concret. Vous parliez des salaires à l'instant. Autre piste du gouvernement. Rapprocher le salaire net du salaire brut. Ça parle à tous ceux qui nous regardent ce soir. Comment, en abaissant la CSG que tous les salariés payent, c'est une idée qui est défendue d'ailleurs par les socialistes, est-ce que ça vous prenez ou pas? Dire la réalité, parce que ça correspond à une réalité. En France, quand on gagne 100 € en travaillant, il nous en reste 54. Quand on gagne actionnaire 100 € en dividendes, il nous en reste 70. Donc, il y a une injustice entre le travail et le capital. Si le projet de M. Lecornu, c'est de dire on taxe moins le travail à travers la CSG et on va aller taxer davantage le capital, évidemment, je serai pour. Mais s'il baisse ça et qu'il ne nous dit pas comment il va venir payer la sécurité sociale, qui est quand même un espèce de trésor national, qui permet que quand on est malade, on soit soigné, qui permet que quand on vieillit, ça se fasse dans la dignité. S'il nous explique pas où est-ce qu'il va aller chercher de l'argent pour le budget de la sécurité sociale, c'est pas possible. C'est qu'un loup pour vous. Il faut qu'ils nous disent il va y avoir moins de recettes, où est-ce qu'on va aller les chercher? Mais il va pas y avoir de miracle à l'intérieur de tout ça. Donc je suis favorable, moi, à une baisse des taxes sur le travail de manière générale, mais ça doit se faire en se demandant comment on va aller chercher de l'argent ailleurs. Où aller les chercher? Encore une fois, proposition concrète mise sur la table, avant d'en venir au choix d'Elsa, Amélie et Yves, pour faire des économies. Proposition mise sur la table par la droite, plus précisément par le député Philippe Juvin. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Supprimer des postes de fonctionnaires par milliers, comment? En les payant. En clair, voici ce qu'il dit. Ma proposition consistera à rémunérer à 70% de leur salaire brut pendant 10 ans les agents publics de l'État qui démissionneraient définitivement de la fonction publique. C'est-à-dire qu'on les paye pour partir, pour quitter de la fonction publique. Monsieur Juvin raconte un grand n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la part des dépenses publiques, État et collectivités, a baissé ces dernières années. Et parce qu'en vérité, le souci aujourd'hui, c'est de garder les fonctionnaires. C'est de garder les fonctionnaires dans l'éducation nationale, alors qu'il y en a un tiers qui disent qu'ils veulent partir et qu'on fait des pubs à la télé pour recruter. C'est de garder des infirmières à l'hôpital, alors qu'auparavant, elles faisaient leur carrière à l'intérieur, elles étaient passées 10-15 ans. Maintenant, c'est 5 ans en moyenne parce que elles sont à bout de souffle. Donc le grand souci aujourd'hui, pour maintenir l'hôpital pilier de l'État social, pour maintenir l'école pilier de la République, c'est de garder nos fonctionnaires et non pas de les chasser. Et je veux vous dire une proposition qui aujourd'hui est consensuelle pour que le travail soit mieux rémunéré dans notre pays et sur laquelle on doit avancer. C'est la trappe à bas salaire qui fait qu'on sait qu'au niveau du SMIC, pour qu'un salarié soit augmenté de 100 €, il faut qu'un employeur paye plus de 400 €. Et là, il y a un consensus. Il y a un consensus des économistes, c'est Bozio et Vosner. Il y a un consensus à l'Assemblée nationale, c'est Gage et Ferracci. Il y a un consensus syndical, c'est CFDT et CGT. Et je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de sortir de ces trappes à bas salaire en se demandant comment on fait pour ne pas concentrer les allègements autour du SMIC et qui fait que les gens sont coincés à l'intérieur et qu'aujourd'hui on a 20% du pays qui vit au SMIC. Et pourquoi ne pas supprimer le SMIC, qui est une trappe à bas salaire? Non, c'est pas le SMIC. Le SMIC, heureusement qu'il est là. Vous savez, monsieur Tréhard, parce que dans les années qu'on vient de vivre, où l'inflation a grimpé, ce qui a permis aux gens de ne pas tomber complètement dans la pauvreté, c'est que le SMIC était indexé sur l'inflation. Moi, je vous réponds à l'inverse. Ce que je souhaite, c'est que tous les salaires soient indexés sur l'inflation, au moins jusqu'à 2000 €. Et que quand on a une inflation qui grimpe de 3%, eh ben on ait tous les salaires qui grimpent de 3%. Parce que ce qui s'est produit ces dernières années, ça a été que d'une part, le SMIC a rattrapé les bas salaires parce que eux n'augmentaient pas, et on a eu en vérité des salariés qui ont perdu en pouvoir d'achat pendant 3 années consécutives, en particulier dans les classes populaires. François Ruffin, vous avez accepté de rester avec nous pour les choix de mes camarades. Amélie, qui vous parlera dans un instant des plus riches et de la manière dont on pourrait les taxer ou pas. Elsa, qui reviendra sur les dernières tensions en cours entre la France et la Russie, évidemment. Mais d'abord, Yves Tréhard, votre choix ce soir. Quoi qu'en disent les sondages, ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut jamais enterrer politiquement Jean-Luc Mélenchon.
Et François Ruffin en sait quelque chose, sans doute. Non, mais je voulais revenir sur le sondage qui a fait beaucoup de bruit hier et avant-hier, qui donnait le Rassemblement national très loin devant les autres formations politiques et les autres candidats à la présidentielle de 2027. Et il y a une autre remarque qu'il faut faire, c'est que Raphaël Glucksmann, qui représente d'une certaine façon la social-démocratie, eh bien, est placé devant Monsieur Mélenchon dans ce sondage. Alors on est dans la marge d'erreur. Glucksmann 14-16%, Mélenchon c'est 12-13%. Alors ça a agacé évidemment Jean-Luc Mélenchon qui a parlé de IFLOP, vous pouvez le voir au lieu de l'IFOP parce que c'était un sondage de l'IFOP, et puis Manuel Bompard qui a parlé de au pif justement. Et puis il y a Marine Tondelier qui est la candidate verte qui est pas contente du tout parce que il y a aucun candidat écologiste qui a été testé dans ce sondage, et c'est vrai qu'elle a raison, elle qui va sortir aujourd'hui, qui sort aujourd'hui, demain si tout va bien. Vous faites de la pub pour les bouquins de Marine Tondelier? Pourquoi pas. Elle sort un livre aujourd'hui et il faut en parler. Alors je voulais vous dire que Jean-Luc Mélenchon, il faut toujours faire attention parce qu'il est régulièrement sous-coté. En 2017, eh bien, on le donnait autour de 11-12% très longtemps avant la présidentielle. Combien il a fait? Mais il a fait plus de 7 millions de voix. Il a fait 19,5% des suffrages. En 2022, rebelote, il était à 15-16% 2-3 mois encore avant la présidentielle et il a fait 21,9%. Donc, comme on l'appelle à LFI, le vieux... Il est toujours là. Il est toujours là. Ce qui est sûr, c'est que face à Mélenchon, Raphaël Glucksmann dont vous parliez l'emporte toujours, mais pas forcément Olivier Faure. Alors non, Olivier Faure, lui, il est dans les choux, il est très loin derrière, mais Mélenchon, eh bien, il est là parce que la force de Mélenchon, c'est que absolument rien ne l'arrêtera. Il ira à la présidentielle pour la 4e fois, ça c'est sûr, avec un programme précis, radical, défendant les quartiers et les banlieues, flattant les jeunes diplômés. Tout le reste, dit-il, laissez tomber, on perd notre temps. Et c'est là d'ailleurs où avec François Ruffin, il est en décalage parce que lui, il est pour les quartiers et pour les minorités, alors que François Ruffin dit, mais il faut pas oublier les campagnes et le social. Alors les autres, eh bien les autres, ils essayent de s'organiser. Ils ont essayé de faire un front commun social-démocrate avec, on l'a vu ce week-end, le week-end dernier autour de Madame Delga, Olivier Faure. On ne sait pas trop où il est, et certains se demandent s'il faudrait pas organiser une primaire. Vous en êtes d'ailleurs, François Ruffin, vous voulez organiser une primaire, mais chez Mélenchon, eh bien, on préférerait que ça soit évidemment Monsieur Glucksmann. Pourquoi? Parce que c'est l'adversaire idéal idéologiquement. Il est européiste, libéral, tout ce que, d'après Jean-Luc Mélenchon, les Français détestent. Comment vous réagissez à ce que vient de dire Yves Tréhard, François Ruffin? D'abord, moi, je suis pas là pour la course de petits chevaux. Vous savez, 1 an et demi avant l'élection, en 2007, c'est Dominique Strauss-Kahn qui est élu. En 2012, c'est Nicolas Sarkozy. En 2017, c'est Alain Juppé. Donc, bon, et ceci dit, concernant Jean-Luc Mélenchon... Vous avez oublié 2002, Lionel Jospin. Voilà. Et donc, il y a un gros souci de deuxième tour. C'est qu'aujourd'hui, il est donné battu et largement battu par les candidats du Rassemblement national. Et je suis d'accord sur le fait qu'on a un espèce de partage du gâteau entre Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon, qui sont des irréconciliables, qui sont en fait les meilleurs alliés en la matière. Mais il va falloir faire déjouer ce match. Mais vous êtes pour une primaire aussi de tous les autres? Mélenchon. Je pense qu'il faut une primaire, que je dis, de débordement, pas seulement de départage, mais aussi de débordement. S'il y a 2 millions de personnes qui viennent voter, et on voit la primaire populaire mal organisée, il y a 500 000 personnes qui se sont déplacées. Bon, s'il y a 2 millions de personnes, on a une base de données avec 2 millions de personnes, on peut mener une campagne et avec une légitimité sortie de cette primaire. François Ruffin, j'ai un autre sondage à vous soumettre ce soir, c'est le nôtre, ici à BFM TV, sondage ELAB, et qui concerne la condamnation de Nicolas Sarkozy, qui attend toujours de savoir, ce sera le 13, quand il sera incarcéré. Une décision impartiale ou politisée, 58% des personnes interrogées disent impartiale et 41% politisée. Qu'est-ce que vous répondez à cette question-là? Moi, je crois que le gros souci avec ce qui s'est passé, c'est pas, pour M. Sarkozy, une question de probité, d'honnêteté. Vous savez, finalement, tous les partis ont eu la main prise dans la confiture, et là, on n'est pas dans un pot de vin avec un promoteur immobilier. C'était déterminé par le tribunal, c'est un crime contre la nation. Le grand sujet, c'est que M. Sarkozy envoie, avalise, autorise ses 2 lieutenants, M. Hortefeux et Guéant, à aller rencontrer M. Senoufi, qui est un terroriste condamné à perpétuité pour avoir répandu du sang français. Et je dis là, c'est très grave. Oui, c'est un crime contre la nation. Il a trahi la patrie.
en faisant ça. Sauf que le tribunal ne dit pas que Nicolas Sarkozy savait que ses 2 collaborateurs partaient en Libye. Il dit qu'il avalise et qu'il autorise. Il le dit bien. Non. Il y a avalise et autorise. Donc, vous savez, Monsieur Tréhard, je suis presque blessé que la droite, que je respecte, que la droite, dans un cas qui est celui-là, on parle de 58 Français qui ont été abattus dans un vol DC-10. On a un terroriste, Monsieur Senoussi, beau-frère de Monsieur Kadhafi, responsable des services secrets libyens, qui est condamné sur le sol français, condamné à perpétuité pour cet attentat du DC-10. Et on a derrière Monsieur Sarkozy, ministre de l'Intérieur, Monsieur Hortefeux, Monsieur Guéant, qui vont discrètement rencontrer Monsieur Senoussi sans que ça soit missionné par le président de la République à l'époque, Jacques Chirac, ou que ça soit par le Quai d'Orsay. Oui, c'est une trahison de la nation. D'un mot, Yves, après il faut qu'on avance. Non, c'est pas le cas de Nicolas Sarkozy. Encore une fois, elle dit très bien, le jugement dit très bien que Nicolas Sarkozy autorise. N'a pas été suffisamment bienveillant. Enfin, faut pas prendre les enfants. A été négligent dans cette histoire. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Oui. D'accord. On a là. Ces 2 lieutenants, l'un qui va devenir secrétaire général de l'Élysée, qui est son directeur de cabinet. On a son porte-flingue, Monsieur Hortefeux, qui tous 2, pour quelle raison, vont rencontrer Monsieur Senoussi, terroriste, condamné à la perpétuité sur le sol français. Vous savez le moment le plus terrible du procès, c'est quand les familles des victimes sont venues à l'audience et qu'elles ont dit regardez-moi droit dans les yeux, Monsieur Hortefeux, Monsieur Guéant, Monsieur Sarkozy, parce que c'est le sang de mon frère, c'est le sang de ma sœur, c'est le sang de mes parents qui a coulé à ce moment-là. Et si ça avait été les vôtres qui avaient été dans cet avion-là, est-ce que vous seriez allés négocier en cachette avec Monsieur Senoussi? Non. Je vous dis, c'est une grave trahison, même pas seulement de la nation, mais de victimes. Des victimes. Vous imaginez qu'on aille discuter en cachette avec les assassins du Bataclan? C'est ça qui s'est produit, et ça s'est produit par des dirigeants de la politique française. François Ruffin, on revient au débat autour du budget ce soir avec vous, Amélie Rosic. Débat autour des riches, des ultra-riches. Ce que vous nous dites ce soir, c'est que la France a besoin des riches. Et oui, cher François Ruffin, peut-être plus que jamais, écoutez-moi bien, je suis sûr que nous serons d'accord à la fin. La France a besoin que ces riches volent à son secours et participent davantage. En 2013, 89% des Français estimaient que les riches sont utiles à la société. C'était un sondage à l'époque pour le journal Les Échos. 12 ans plus tard, je serais assez curieuse, c'est vrai, de vous poser la même question, ce que nous n'avons pas fait, je vous le dis tout de go, mais je suis à peu près convaincue de votre réponse. Oui, la détestation des riches, pour ne pas dire la haine, a augmenté ces 10 dernières années. C'est vrai, proportionnellement à leur richesse. Le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités nous montre que les riches sont de plus en plus riches. Le 1% le plus riche en France captait 7,7% de tous les revenus avant impôt. Ça, c'était au début des années 80. Aujourd'hui, c'est presque le double, 12,7%. En patrimoine, les 10% les plus fortunés possèdent 55% du patrimoine total des Français. C'était 41% il y a 15 ans. En résumé, Amélie, il n'y a jamais eu autant de riches et ils n'ont jamais possédé autant de richesses. Oui, et dans le même temps, et c'est bien là le problème, le nombre de pauvres a lui augmenté. L'extrême richesse et l'extrême pauvreté ont donc fortement augmenté simultanément. Alors forcément, la théorie du ruissellement, de manière assez logique, qui profiterait à toute la société, a un peu de plomb dans l'aile. Les riches ne sont-ils riches que parce qu'ils exploiteraient d'autres qui, eux, s'appauvrissent? Ou au contraire, la fonction économique des riches est-elle primordiale? Après tout, sans riches patrons pour investir dans une entreprise, pour prendre des risques, pour développer une activité, il n'y a pas d'emploi. Et sans emploi, pas de salaire, pas d'argent, pas de consommation. Vous pouvez interroger ce que j'ai fait, tous les économistes que vous voudrez, vous ne trouverez jamais de réponse unique à cette question. A-t-on besoin des riches ou plutôt des ultra-riches? Alors je vous pose la question à vous, François Ruffin. La France a-t-elle besoin de ces riches? En tout cas, vous dire que moi, je n'éprouve aucune détestation, aucune haine à l'endroit des riches. Je souhaite simplement, et des ultra-riches, parce que ce dont on parle là, c'est le 0,01%. Je souhaite simplement que les milliardaires de notre pays appartiennent pleinement à la nation et qu'au minimum, du coup, ils payent des impôts à l'égal de leurs secrétaires ou que les infirmières. Voilà. Et je suis pleinement conscient qu'aujourd'hui, il y a un besoin de canaliser le capital
tout ce qui est en capital dans la nation pour la nation. Et donc, on se demande comment on fait pour que ça soit investi dans notre pays et que ça ne part pas aux États-Unis, par exemple. Par exemple, si vous prenez celui que vous connaissez bien, qui s'appelle Bernard Arnault. Bernard Arnault, il fait travailler des artisans, il fait travailler des entreprises en France. Et justement, il aurait pu, comme on l'a soupçonné à un moment, partir pour la Belgique. Et il est resté en France. Vous savez, simplement, je demande, moi, à M. Arnault, et c'est pas parce qu'il m'a fait espionner que j'ai de la rancœur à son égard, mais je lui demande simplement de payer sa juste part d'impôt, de ne pas passer par des sociétés écrans pour faire que l'année dernière, il touche 3 milliards d'euros de dividendes. C'est pas rien, 3 milliards d'euros. Et que là-dessus, il paye 0 € d'impôt. C'est pas la presse d'extrême gauche qui le dit, c'est le journal Challenge qui l'a aujourd'hui pleinement racheté. Donc voilà, simplement, participer à la vie de la nation, c'est payer pour son école, c'est payer pour son hôpital et appartenir à la communauté nationale. On poursuit ces choix avec vous, Elsa Vidal. On va revenir notamment sur cette image que l'on commentait tout à l'heure et que l'on recommande.